beaucoup à Mamadou Awadjaï et son invité Cher Tchao, le professeur Cher Tchao. Il est 20h. Nous allons passer à la grande édition du soir. Cette fois-ci, c'est bien sûr avec Aram Djaï. Aram, bonsoir. Bonsoir Rama. Alors, quels sont les titres de cette édition? Les titres de cette édition législative du 17 novembre prochain: appel à la paix pour des élections sans heurts. La société civile s'unit pour un vote transparent et apaisé. Alioune Tine prône la réconciliation et condamne les violences de campagne. Dans le secteur des médias, à l'agence de presse sénégalaise, nouveau directeur, nouveau défi. Momar Diong arrive et s'engage pour une agence plus moderne. Mission: trouver un siège et propulser l'innovation médiatique. Dans le domaine sécuritaire, l'armée sénégalaise veut répondre présente. Le président annonce un projet de loi pour l'autonomie militaire. Objectif: mieux équiper nos forces de défense face aux menaces actuelles. Et enfin, Dakar 2024, l'art contemporain brille, les États-Unis en invité d'honneur. La biennale célèbre les liens culturels Sénégal-Amérique. Le pavillon américain met en lumière la beauté de la culture sénégalaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les organisations de la société civile se mobilisent pour des élections apaisées, transparentes et inclusives au Sénégal. Elles se sont réunies ce matin pour échanger sur les moyens de pacifier l'espace politique. Alioune Tine et ses collaborateurs appellent à la réconciliation nationale et condamnent les violences observées durant la campagne électorale. La situation délétère qui prévaut dans le champ politique à quelques jours des élections législatives inquiète les organisations de la société civile sénégalaise. Sur initiative d'Africadium Center, cette table ronde est organisée pour réfléchir sur les mécanismes de sensibilisation à mettre en œuvre pour assurer un scrutin apaisé. Il s'agit plus de confrontation d'idées que de confrontation physique. Et cela doit se faire dans les règles de l'art, notamment à travers un discours, comme l'a bien enseigné Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant au prophète, en lui disant de parler aux gens, de se parler dans les meilleurs termes, afin que la paix puisse régner dans notre pays et qu'on ait des élections apaisées, que le meilleur gagne. Les organisations de la société civile invitent les acteurs politiques à bannir toute forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Bannir la violence, bannir la haine, et effectivement que ce soit une parole portée d'abord par le leadership politique, que ce soit une parole portée par le gouvernement, que ce soit une parole portée par tous ceux qui ont une autorité au plan public et au plan privé. Ils appellent à la réconciliation nationale et exhortent tout un chacun à y mettre du sien. Vous avez entendu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parler de Djoubel Djoubanti. Et Seigne Cheikh a ajouté un J, le Djoubo. Le Djoubo, c'est-à-dire la concertation pour se retrouver autour de l'essentiel et travailler pour notre pays. Je pense que c'est là où se situe actuellement le défi. Depuis le début de la campagne électorale pour les élections législatives, plusieurs scènes de violence ont été constatées dans certaines localités du Sénégal. Des incidents entre militants du régime et ceux des partis de l'opposition. Politique au Sénégal, manque de substance, des propos de Alioune Tine, membre fondateur du Centre Africadium. Il déplore une campagne peu stimulante et encourage le Conseil national de régulation de l'audiovisuel à autoriser les débats publics entre personnalités politiques. Pour lui, cette initiative va renforcer et moderniser la démocratie sénégalaise. Il n'y a pas de débat politique. Je pense que le CNRA doit examiner cette question. C'est-à-dire que cette façon de faire des caravanes, d'ameuter les gens, de dire ce qu'on veut, ce n'est pas ça le débat politique. Il faut qu'il y ait des face-à-face entre les différents leaders politiques. Il faut qu'il y ait des échanges entre les différents leaders politiques. Le fait effectivement que même des face-à-face aient échoué pendant cette période électorale où effectivement c'était le moment le plus désiré pour des face-à-face, ça signifie que notre démocratie est malade et n'arrive pas à se moderniser. Il faut moderniser la démocratie et vraiment j'interpelle le CNRA. Il faut que les ministres viennent
Il faut que les leaders de l'opposition viennent et qu'ils n'attendent pas tout simplement qu'on leur tende le micro et puis pour leur parler, pour qu'ils disent tout ce qu'on veut. Non, il faut que notre démocratie progresse dans le cadre d'un débat. Ce jeudi 7 novembre, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a reçu une délégation de la coordination des assises de la presse CAP. Cette dernière a remis les conclusions des assises débutées en 2022. Le ministre a souligné la nécessité d'un cadre formel de concertation et de suivi des recommandations pour proposer des solutions concertées face aux défis des médias, informe le communiqué du ministère. Et nous restons dans l'espace médiatique avec le nouveau directeur général de l'agence presse sénégalaise. Momar Diong a officiellement pris ses fonctions ce vendredi lors de la cérémonie de passation de service avec Thierno Amadou-Sy, son prédécesseur. Diong hérite donc d'une agence en pleine innovation, mais confrontée à des défis, notamment l'absence de siège. Il s'engage à apporter des solutions pour moderniser l'agence, suivant ce compte-rendu de Djibril Diallo et Amadou Kébé. Un DG arrive, un autre s'en va. Thierno Amadou-Sy quitte l'APS, l'agence sénégalaise de presse qu'il a dirigée depuis 2022. Il a souhaité la bienvenue à son successeur. À monsieur le directeur général entrant, je souhaite bonne chance. Et ça aussi du fond du cœur. L'ancien journaliste de la RTS formé au CESTI laisse derrière lui une agence en pleine mutation. Grâce à un travail acharné mené sous sa magistère, l'APS a su imposer son leadership et son professionnalisme dans le paysage médiatique sénégalais. Être directeur général, c'est être un baïfal. C'est ça mon idée. Être un directeur général, c'est être le premier agent de la boîte. Être un directeur général, c'est de s'impliquer sur toute la ligne. Et on a essayé de le faire pendant 2 ans à la tête de l'APS. Désormais, c'est Momar Diong qui prend les commandes. Il est le 14e directeur général de l'APS, une agence créée bien avant l'indépendance, mais qui rencontre toujours des problèmes malgré les efforts consentis par son prédécesseur. Des difficultés auxquelles le journaliste nommé en octobre dernier, nouveau patron de l'agence de presse sénégalaise, par les nouvelles autorités promet d'apporter des solutions. Mon prédécesseur en a fait une priorité. Et il a eu à engager des actions dans ce sens. Vous pouvez compter sur moi pour prendre ce dossier à bras le corps et pour faire toutes les diligences nécessaires afin que ce siège voie rapidement le jour. Il en sera de même pour nos bureaux régionaux. Aussi bien ceux qui sont présentement en rénovation et que nous nous appellerons à rendre rapidement opérationnels, que ceux qu'il faudra complètement réaliser. Sachez, chers partenaires sociaux, que je serai aussi engagé que vous dans la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. De son côté, le personnel a rendu un hommage au directeur général sortant pour services rendus, comme le témoignent ces images. Thierno s'en va avec des larmes de joie, mais surtout des larmes de sentiment d'un devoir accompli après 2 années de service. Djibril Diallo, politique en meeting au stade Mawade Wade de Saint-Louis. Ousmane Sonko a centré son discours sur les ressources naturelles de la région, notamment le pétrole et le gaz, ainsi que les avantages dans le secteur de la pêche. Il a annoncé que l'exploitation de ces ressources pourrait démarrer prochainement, mais il a beaucoup insisté sur la nécessité de créer des centrales de gaz pour une exploitation optimale. Un compte rendu signé Moussa Mané, Papistem. Porteur de l'espoir de toute une nation, affirme Cheikh Bamba Dièye, Ousmane Sonko est accueilli en pompe ici à Saint-Louis. C'est une ambiance aux couleurs du drapeau national. Ousmane Sonko, c'est un discours centré sur les potentialités du pôle Nord, notamment les ressources naturelles.
Si vous lirez la vision 2050, à l'horizon 2050, aujourd'hui le Sénégal produit 1900 MW. À l'horizon 2050, il nous faut produire 10 000 MW de plus si nous voulons réussir la transition industrielle du Sénégal. Les conséquences directes de l'exploitation du gaz sur l'activité de pêche ici à Saint-Louis. Mais pour Ousmane Sonko, il faudra une gestion responsable de ces ressources et rassure cependant les pêcheurs. Le nouveau code de la marine marchande qui va protéger l'environnement, mais qui va protéger l'activité des pêcheurs, qui va définir le cadre de l'exercice de chacune des métiers, aussi bien de l'extraction pétro-gazière que de la pêche. Boko bolek la réforme du code de la pêche, bi nga xamné ministre de la pêche lancé nako, lol bokk na ci renforcer les garanties qu'on va accorder au secteur de la pêche. Pour ce faire, il faudra une bonne stratégie, c'est-à-dire construire suffisamment de centrales. Une caravane dans le Sénégal des profondeurs pour continuer de communier avec les Sénégalais à quelques jours seulement de la fin de la campagne. Tivaouane, Amadou Ba poursuit sa campagne dans le département où il a été accueilli par le maire Demba Diop Sy. Ce dernier a promis de mobiliser les électeurs pour assurer la victoire de son candidat lors des prochaines élections. À Mboro, le candidat de Diamack Ndiorine a appelé les industries chimiques sénégalaises à s'allier à sa coalition. Dans cette localité minée par le chômage, Amadou Ba invite les entreprises locales et les opérateurs économiques à miser sur la main-d'œuvre locale. Il faut que l'apport de cette entreprise pour le Sénégal augmente. Et pour cela, il faut qu'elle recrute plus de Sénégalais. Que l'on revoie cela au plus vite. À l'étape de Tivaouane, le candidat de Diamack Ndiorine a été accueilli par une mobilisation de plusieurs responsables politiques de la localité, dont le maire de la ville, Demba Diop Sy, qui est revenu sur le passage du leader du Pastef Ousmane Sonko dans le département de Tivaouane en début de campagne électorale. Personne ne l'a accueilli lorsqu'il est venu battre campagne à Tivaouane. C'est parce qu'ils ont omis Tivaouane dans le référentiel Sénégal 2050. La ville ne figure pas sur le chapitre réservé aux cités religieuses, alors que Tivaouane est la première ville sainte du Sénégal. Qu'ils le veuillent ou non, mais nous allons leur rendre l'appareil. Ainsi, le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, promet la victoire à Amadou Ba dans le département. De la même manière que nous avons fait cette mobilisation, aujourd'hui, nous gagnerons les élections législatives. Une promesse à laquelle croit fortement le président de la coalition Diamack Ndiorine. Je ne doute plus que nous l'emporterons au soir du 17 novembre. Célébration de la journée de l'armée au camp Djal Diop de Dakar, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, annonce un projet de loi visant à renforcer la sécurité des forces armées. Il a souligné l'importance d'une autonomie militaire et de dotation conséquente pour faire face aux menaces contemporaines. Ce tableau sécuritaire peu reluisant nous commande de prendre la pleine mesure des défis liés à notre stratégie d'acquisition en matière de défense et de sécurité. Dès l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, un projet de loi sur la défense et la sécurité nationale, fixant les grandes orientations de notre architecture de défense, adaptée au contexte actuel, sera examiné. Il est déjà rassurant que les forces armées aient pensé à soumettre pour validation une loi de programmation militaire 2025-2029 visant à établir un plan pluriannuel des dépenses que l'État leur consacre. En réalité,
Si notre politique d'équipement nous permet encore de disposer de capacités satisfaisantes, elle reste limitée par le caractère hétéroclite de nos moyens et surtout par une trop forte dépendance étrangère. Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, tel est le thème de la 21e journée internationale des forces armées à Thiès. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de région, un moment fort de communion entre l'armée et la population, illustrant le concept d'armée-nation. Le commandant de la zone militaire numéro 7 a saisi l'occasion pour revenir en profondeur sur le thème de cette journée. Nous rendons aussi hommage à nos prédécesseurs, ceux qui ont donné leur vie pour la défense de l'intégrité du territoire. Nous célébrons aujourd'hui la journée des forces armées sous le thème « Vers une souveraineté technologique et industrielle des forces armées ». La maîtrise des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la surveillance satellitaire, l'armement de pointe, les drones, sont devenus aujourd'hui des éléments essentiels pour la stratégie militaire. En investissant dans la recherche, dans l'innovation, dans notre propre industrie de défense, nous garantissons non seulement la sécurité, mais aussi une résilience face aux menaces futures. Un préf placé sous mandat de dépôt le 28 août dernier pour les crimes d'association de malfaiteurs, complicité d'assassinat avec barbarie. Naboulé a bénéficié hier jeudi d'une liberté provisoire. La libération de la danseuse citée dans le double meurtre survenu à Pikine Technopole est consécutive à la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats, dont Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, Maître Guédel Ndiaye et associés. Parlons santé à présent. Après Octobre Rose, place à Novembre Bleu. Ce 11e mois de l'année est en effet consacré à la lutte contre le cancer le plus fréquent chez les hommes. Il s'agit du cancer de la prostate. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal n'est pas en reste dans la sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer de la prostate. L'association sénégalaise d'urologie profite de Novembre Bleu pour demander à l'État de faire des efforts dans la prise en charge onéreuse du cancer avancé de la prostate. Écoutons son président. Là où nous aurions voulu que l'État sénégalais peut-être fasse peut-être un peu plus, ce serait avec le traitement des cancers qui sont avancés, des cancers métastatiques. À ce moment-là, la chirurgie et la radiothérapie n'ont plus de place. Et là, il faut donc faire un traitement. Et ce sont des injections que les patients doivent prendre tous les 3 mois. Le coût, c'est entre 200 250 000 et parfois un peu plus tous les 3 mois. Mais lorsque ces traitements-là ne sont plus efficaces, il faut passer à des traitements de nouvelle génération. Et ces traitements-là, par contre, sont extrêmement onéreux et ne sont même pas toujours disponibles ici au Sénégal. Donc, si jamais vraiment nous avions une demande, si je devais faire un plaidoyer vraiment par rapport au cancer de la prostate, ce serait vraiment que l'on puisse rendre disponibles ces médicaments-là et vraiment à un coût moindre. D'autant que dans certains pays, en particulier au Maghreb, ces traitements-là sont gratuits pour les patients. Et à l'instar peut-être de ce qui a été fait pour les femmes, pour les cancers féminins. Et puis une note culturelle. Depuis hier, la capitale sénégalaise accueille la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar, un événement devenu un rendez-vous incontournable depuis 1996. Les États-Unis, invités d'honneur de cette biennale, célèbrent au pavillon américain les liens culturels et durables entre le Sénégal et l'Amérique. Les représentations visuelles de cet artiste américain décrivent la beauté de la culture sénégalaise. Mamadou Kanté, Papsar. S'il est vrai que l'océan Atlantique sépare le pays de l'Oncle Sam au continent africain, les artistes américains ont néanmoins su en faire une corde, les reliant à leurs racines africaines. Invité d'honneur de la 15e biennale, chacun des 7 artistes américains célèbre dans son œuvre la richesse de la culture des deux rives,
tout en se projetant vers l'avenir. Pour les artistes qui sont venus, on voit il y a la reconnexion. On est repassé ici, mais on veut aussi parler de nos histoires. Des représentations visuelles du concept afrofuturiste qui remettent en cause les vieux stéréotypes des Africains impuissants et victimes. On est en train de s'éveiller à propos de qui nous sommes, à propos de nos identités, et que cette identité est jointe avec celle de l'Afrique. Inspirées de la culture sénégalaise, ces expositions témoignent de la diplomatie culturelle entre les deux pays. Beaucoup de la culture des États-Unis vient du Sénégal, vient de l'Afrique. Un partenariat qu'aucun changement gouvernemental ne pourra remettre en question. On sait que ces relations entre les deux pays ils vont être solides, que ce soit avec le gouvernement ou sans. Le pays de la Teranga est ainsi une terre africaine remplie de merveilles pour Yaya Lafor, Chelsea Odufou, Sonia Clark et leurs autres compatriotes. Sur l'international, les violences reprennent de plus belle au Mozambique au moment où les journalistes sont en danger au Sahel. Selon Reporters sans frontières, pendant ce temps, l'Organisation des Nations Unies a déclaré que 70 des victimes de la bande de Gaza sont des enfants ou des femmes. Le tour d'horizon de l'actualité internationale, c'est avec Omar Thiam. Le Soudan fait partie des 16 premiers pays africains à introduire ce vaccin. Cette campagne de vaccination a débuté après l'arrivée en octobre du premier lot de 186 000 doses de vaccins contre le paludisme. À terme, le vaccin sera introduit dans 129 sites à travers le pays entre 2025 et 2026. Jeudi, des centaines de partisans ont été pris dans des échauffourées avec la police. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'au moins 18 personnes ont été tuées dans la répression policière des manifestations depuis le scrutin du 9 octobre qui a prolongé les 5 décennies de pouvoir de Frélimo, le parti du pouvoir. Les journalistes de la zone sahélienne continuent à exercer leur métier dans des conditions très difficiles, estime Reporters sans frontières. L'ONG cite selon les pays des cas d'enrôlement de force dans l'armée, d'enlèvement, d'arrestation arbitraire. Elle a donc présenté ce 7 novembre 2024 une déclaration sur le droit à l'information au Sahel au cours d'un sommet organisé par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Addis Abeba, dans la foulée de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le nouveau rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme détaille également l'âge éventuel de violation de droit international qui, pour beaucoup, pourrait être assimilé à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être même à un génocide. Le Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a vérifié 8119 des plus de 34 500 personnes qui auraient été tuées au cours des 6 premiers mois de la guerre, a souligné auprès de l'AFP Ravina Shamdazani, porte-parole du Haut Commissariat. Omar Thiam, merci pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. L'info revient tout de suite avec Ramafal pour le journal de la campagne. Bon week-end et merci d'avoir suivi. Au revoir.